Salut tout le monde, c'est 3 jours, un chapitre. Et tel de bavardage, commençons tout de suite. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1. Le survivant. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Il n'avait pas de temps à perdre avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grungins, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde, et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon mari de mari étaient aussi éloignés que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque Monsieur et Madame Dursley s'éveillèrent, au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Dans tout le pays, Monsieur Dursley fredonnait un air en nouant sa cravate, la plus sinistre pour aller travailler, et Madame Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier, en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley, qui braillait de toute la force de ses poumons. Aucun d'eux ne remarqua la grosse chouette hulotte au plumage modoré qui volta devant la fenêtre. À 8h30, Madame Dursley prit son attaché case, déposa un baiser sur la joue de Madame Dursley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre le mur de la pièce le contenu de son assiette de céréales. « Sacré petit ballon !» glousa Monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui menait à la maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, Monsieur Dursley ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré, assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Qu'est-ce qui avait bien pu lui passer par la tête? Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Monsieur Dursley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard. Tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait sur la route, Monsieur Dursley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait « Private Drive ». Mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait la plaque. Les chats sont incapables de lire des cartes ou des écriteaux. Monsieur Dursley se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui menait vers la ville, il concentra ses pensées sur la grosse commande de perceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. Assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. Monsieur Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Il déjeunait parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de ces Olibrius qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. Monsieur Dursley s'irrita en voyant que 2 d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape verte et brune. Quelle impudence! Monsieur Dursley pensa alors qu'il
devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La file des voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, M. Dursley se rangea dans le parking de la Grande Guilds. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du 9e étage, M. Dursley s'asseyait toujours devant la fenêtre. S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ses perceuses. Ce matin-là, il ne vit pas les hiboux qui volaient à tire-d'aile en plein jour. Mais en bas, dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. M. Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal et aucun hibou ne vint troubler sa matinée. Il reprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner, où il songea qu'il serait bon de se dégourdir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de capes lui étaient complètement sortis de la tête. Mais lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard crousé. Il ignorait pourquoi, il le mettait mal à l'aise. Ceux-là aussi chuchotaient d'un air surexcité, et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur conversation. Les Potter, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils, Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une peur soudaine. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient, comme s'il s'apprêtait à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénommait véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Si lui-même avait eu une sœur comme celle-là, mais enfin, quand même, tous ces gens vêtus de capes. Cet après-midi, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses, et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant la porte. « Navré !» grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit en un large sourire, tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. « Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien d'aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les bandits comme vous devraient fêter cet heureux, très heureux jour. » Le vieil homme prit alors M. Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. M. Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé Moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée du numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit, et qui n'améliora pas son humeur, ce fut le chat tigré, qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. « Allez, oust !» s'éclapa M. Dursley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de regarder d'un air sévère M. Dursley. M. Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. Madame Dursley avait passé une journée agréable et parfaitement normale.
Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot. Veux pas. Monsieur Dursley s'efforça de se conduire le plus normalement du monde et après que Dudley eut été mis au lit, il entra juste à temps dans le salon pour voir la fin du journal télévisé. D'après les témoignages venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux se soient comportés d'une manière bien étrange au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser les proies. Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer la raison de ces changements de comportement, pour le moins étonnants. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant à sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo, avec les prévisions de Jim McPhee. Alors Jim, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hibou au cours de la nuit prochaine? Ça, je serais bien incapable de vous dire, Ted, répondit l'homme de la météo. Mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une manière étrange. Des téléspectateurs qui habitent dans les régions aussi éloignées les unes des nôtres que le Kent, le Yorkshire et la côte est de l'Écosse m'ont téléphoné pour me dire qu'au lieu des averses que j'avais prévues pour aujourd'hui, ils ont vu de véritables pluies d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il du feu de joie de la nuit du 5 novembre, bien que ce ne soit pas encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Monsieur Dursley se figea dans son fauteuil. Des pluies d'étoiles filantes sur tout le pays. Des hiboux qui volent en plein jour. des gens bizarres vêtus de capes. Et ces murmures sur les poteurs. Monsieur Dursley entra dans le salon avec 2 tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Monsieur Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. Pétunia, ma chérie, dit-il, tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment? Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sœur. Non, répondit-elle sèchement. Pourquoi? Ils ont dit des trucs bizarres à la télé, grommela monsieur Dursley. Des histoires de hiboux, d'étoiles filantes. Et il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et alors? Lança madame Dursley. Rien, je me disais que peut-être ça avait quelque chose à voir avec sa bande. Madame Dursley retroussait les lèvres en buvant son thé à petites gorgées. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter ce qu'il avait entendu prononcer le nom des Potter. Il préféra s'en abstenir d'un air aussi détaché que possible. Il dit: leur fils, il a à peu près le même âge que Dudley, non? J'imagine, répliqua froidement madame Dursley avec raideur. Comment s'appelle-t-il déjà? Howard, c'est ça? Harry, un homme très ordinaire, très désagréable si tu veux mon avis. Ah oui, répondit monsieur Dursley en sentant son cœur s'arrêter. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet, tandis qu'il montait l'escalier pour aller se coucher. Pendant que madame Dursley était dans la salle de bain, monsieur Dursley se glissa vers la fenêtre de la chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là. Il regardait dans la rue comme s'il attendait quelqu'un. Monsieur Dursley imaginait-il des choses? Tout cela avait-il un lien avec les Potter? Si c'était le cas, il s'avérait qu'il était parent avec des... Non, il ne pourrait jamais le supporter. Les Dursley se mirent au lit. Madame Dursley s'endormit très vite, mais son mari resta éveillé, retournant dans sa tête les événements de la journée. La seule pensée qui le consola, avant de sombrer enfin dans le sommeil, ce fut que même si les Potter avaient vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'était passé, il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. Les Potter savaient parfaitement que Pétunia et lui pensaient des gens de leur espèce, et ils ne voyaient pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bâilla et se retourna. Rien de tout cela pouvait les affecter, et il avait grand tort de penser ainsi. Tandis que madame Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence. Il resta assis, immobile comme une statue, fixant dans ses yeux grands ouverts le coin de Private Drive. Il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'une portière de voiture claqua dans la rue voisine.
ni quand deux hiboux passaient au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparut si soudainement et dans un tel silence qu'il semblait avoir jailli du sol. La queue du chat frémit. Ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Private Drive quelque chose qui ressemblât à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, et à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendait jusqu'à la taille, il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol, et il chaussait de bottes à haut talon munies de boucles. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune, et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape. Il sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat, qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il eut un petit rire et marmonna. « J'aurais dû m'en douter. » Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le réverbère le plus proche s'éteignit, alors avec un petit claquement. L'homme alluma à nouveau le briquet, le réverbère suivant s'éteignit à son tour. 12 fois, il actionna ainsi l'éteignoir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part 2 points minuscules qui brillaient au loin. C'étaient les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par une fenêtre en cet instant, même Madame Dursley avec ses petits yeux de fouine, aurait été incapable de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son éteignoir dans la poche de sa cape et marcha en direction du numéro 4. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assit sur le muret, à côté du chat. Il ne lui accorde pas un regard, mais après un moment de silence, il lui parla. « C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, dit-il. Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré, mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souriait à présent à une femme d'allure sévère, avec des lunettes carrées, qui avait exactement la même forme que les motifs autour des yeux du chat. Elle aussi portait une cape d'un vert émeraude. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré et elle avait l'air singulièrement agacée. « Comment avez-vous su que c'était moi ?» demanda-t-elle. « Mon cher professeur, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. »« Vous aussi, vous seriez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, » répondit le professeur McGonagall. « Toute la journée, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres. En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. » Le professeur McGonagall renifla d'un air courroucé. « Oui, je sais, tout le monde fait la fête, » dit-elle avec agacement. « On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les Moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé aux nouvelles. » Elle montra d'un signe de tête la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. « Je l'ai entendu moi-même. Ils ont signalé des vols de hiboux, des pluies d'étoiles filantes. Les Moldus ne sont pas complètement idiots. Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'est encore un coup de Dédalus Diggle. Il n'a encore jamais eu beaucoup de jugeotes. »« On ne peut pas leur en vouloir, dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand-chose à célébrer depuis 11 ans. »« Je sais, répliqua le professeur McGonagall d'un ton sévère. Mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens ont été d'une imprudence folle, se promener dans les rues en plein jour, à s'échanger les dernières nouvelles, sans même prendre la précaution de s'habiller comme des moldus. » Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme si elle espérait qu'il allait dire quelque chose, mais il garda le silence. « Nous serions dans de beaux draps, reprit-elle. Alors, si le jour où vous savez qui semble enfin avoir disparu, les moldus s'apercevaient de notre existence. J'imagine qu'il a vraiment disparu, n'est-ce pas, Dumbledore ? » « Il semble qu'il en soit ainsi, en effet, » assura Dumbledore. « Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. Que diriez-vous d'un esquimau au citron ? » ?»« Un quoi ? » ?»« Un esquimau au citron. C'est une friandise qui favorise les moldus. Et je dois dire que c'est plutôt bon. »« Merci, pas pour moi, » répondit froidement le professeur McGonagall, qui semblait estimer que
le moment n'était pas venu de manger des glaces au citron. Je vous disais donc que même si vous savez qui est vraiment parti, mon cher professeur, quelqu'un d'aussi raisonnable que vous ne devrait pas hésiter à prononcer ce nom. Vous croyez-vous pas? Cette façon de dire tout le temps « vous savez qui » n'a aucun sens. Pendant 11 ans, j'ai essayé de convaincre les gens de l'appeler par son nom. Voldemort. Le professeur McGonagall fit une grimace. Mais Dumbledore, qui avait sorti 2 esquimaux au citron, ne paraît pas le remarquer. Si nous continuons à dire vous savez qui, nous allons finir par créer la confusion. Je vois aucune raison d'avoir peur de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua le professeur McGonagall, qui semblait moitié exaspéré, moitié admiratif. Mais vous êtes différent des autres. Tout le monde sait que vous êtes le seul à avoir jamais fait peur à vous savez qui, ou à Voldemort, si vous y tenez. Vous me flottez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais eu. Simplement parce que vous avez trop de noblesse pour en faire usage. Heureusement qu'il fait nuit. Je n'ai jamais autant rougi depuis le jour où Madame Pomfresh m'a dit qu'elle trouvait mes nouveaux cache-oreilles ravissants. Le professeur McGonagall lança un regard perçant à Dumbledore. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent, déclara-t-elle. Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de sa disparition? Ce qui a fini par l'arrêter? Apparemment, le professeur McGonagall venait d'inventer le sujet qui lui tenait le plus à cœur, la véritable raison qu'il avait décidé à attendre toute la journée, assise sur un mur glacial. Car jamais un chat ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur en cet instant. À l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que tout le monde disait, tant que Dumbledore ne lui aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre esquimau et ne lui répondit pas. Ce qu'ils disent, poursuivit le professeur, c'est que Voldemort est venu hier soir à Godric's Hollow pour y chercher les Potter. D'après les rumeurs, Lily et James Potter, on dit qu'ils sont morts. Dumbledore inclina la tête. Le professeur McGonagall avait du mal à reprendre sa respiration. Lily et James, je n'arrive pas à y croire, je ne voulais pas la mettre. Oh, Albus. Dumbledore tendit la main et lui tapota l'épaule. Je sais, dit-il gravement. Et ce n'est pas tout, reprit le professeur McGonagall d'une voix tremblante. On dit qu'il a essayé de tuer Harry, le fils des Potter, mais il en a été incapable. Il n'a pas réussi à supprimer ce bambin. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais tout le monde raconte que lorsqu'il a essayé de tuer Harry Potter sans y parvenir, le pouvoir de Dumbledore s'est brisé. Pour ainsi dire, et c'est pour ça qu'il a disparu. Dumbledore hocha la tête d'un air sombre. C'est vrai, bredouilla le professeur McGonagall. Après tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, il n'a pas réussi à tuer un petit garçon? C'est stupéfiant. Rien d'autre n'avait pu l'arrêter. Mais au nom du ciel, comment se fait-il que Harry ait pu survivre? On ne peut faire que des suppositions, répondit Dumbledore. On ne le saura peut-être jamais. Le professeur McGonagall sortit un mouchoir en dentelle et s'essuya les yeux sous ses lunettes. Dumbledore inspira longuement en prenant dans sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très étrange. Elle avait 12 aiguilles, mais pas de chiffres. À la place, il y avait de petites planètes qui tournaient au bord du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore, qu'elle remit la montre dans sa poche en disant « Hagrid est en retard. Au fait, j'imagine que c'est lui qui vous a dit que je serais ici. » Oui, admit le professeur McGonagall. Et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu dans cet endroit précis. Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. Vous voulez dire non, ce n'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison, s'écria le professeur McGonagall en se levant d'un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents que nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter, venir vivre ici? C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. Je leur ai écrit une lettre. Une lettre? Répéta le professeur McGonagall d'une voix éteinte en se rasseyant sur le muret. Vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une lettre? Disait la
après une longue pause. Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonnée que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, admit Dumbledore en la regardant d'un air très sérieux, par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il y aurait de quoi tourner la tête de n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera même pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut beaucoup mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela jusqu'à qu'il soit prêt à l'assumer? Le professeur McGonagall ouvrit la bouche. Elle parut changer d'avis, avala sa salive et répondit. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais comment cet enfant va-t-il arriver jusqu'ici, Dumbledore? Elle regarda soudain sa cape comme si elle pensait que Harry était peut-être caché dessous. C'est Hagrid qui doit l'emmener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est sage de confier une tâche aussi importante à Hagrid? Je confierai ma propre vie à Hagrid, assura Dumbledore. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur McGonagall avec réticence. Mais reconnaissez qu'il est passablement négligent. Il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça? Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité, tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir une lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétarade au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent l'énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux sur la chaussée. La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était assis dessus. Il était à peu près 2 fois plus grand que la moyenne et au moins 5 fois plus large. Il était tellement grand qu'on avait peine à le croire. On aurait dit un sauvage, avec ses longs cheveux noirs en broussailles, sa barbe qui cachait presque entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle et ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés de foin. L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux. « Oh, Hagrid !» dit Dumbledore avec soulagement. « Vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto ?»« Les emprunter, professeur Dumbledore. »« Monsieur, » répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. « C'est le jeune Sirius Black qui m'a emprunté. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. »« Vous n'avez pas eu de problème ?»« Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite. Mais je me suis débrouillé pour le sauver. De là avant que les moldus commencent à répliquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. » Dumbledore et le professeur McGonagall se penchèrent sur le tas de couvertures. À l'intérieur, à peine visible, un bébé dormait profondément, sous une touffe de cheveux d'un noir de jet. Ils distinguèrent sur son front une coupure en forme d'éclair. « C'est là que... » murmura le professeur McGonagall. « Oui, répondit Dumbledore. Il gardera cette cicatrice à tout jamais. »« Vous ne pourriez pas arranger ça, Dumbledore ?»« Même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Les cicatrices sont parfois utiles. Moi-même, j'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro de Londres. Donnez-le-moi, Hagrid. Il est temps de faire ce qu'il faut. » Dumbledore prit Harry dans ses bras et se tourna vers la maison des Dursley. « Est-ce que je pourrais lui dire au revoir, monsieur ?» demanda Hagrid. Il pencha sa grosse tête hirsute vers Harry et il donna un baiser qui devait être singulièrement piqueux et râpeux. Puis soudain, Hagrid laissa échapper un long hurlement de chien blessé. « Chut !» siffla le professeur McGonagall. « Vous allez réveiller les moldus !»« Désolé !» sanglota Hagrid, en sortant de sa poche un grand mouchoir à pois dans lequel il enfouit son visage. « Je n'arrive pas à m'y faire. Il est James qui meurt, ce pauvre petit Harry qui va aller vivre avec les moldus. » « Oui, je sais. C'est très triste. Mais ressaisissez-vous, Hagrid. Sinon, nous allons nous faire répéter. » chuta le professeur McGonagall en tapotant doucement le bras d'Hagrid, tandis que Dumbledore enjambait le muret du jardin et s'avançait vers l'entrée de la maison. Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape, la glissa entre les couvertures, puis il revint vers les deux autres. Pendant un long moment, tous trois restèrent immobiles, côte à côte, à contempler le petit tas de couvertures. Les épaules de Hagrid tremblèrent. Le professeur McGonagall battit les paupières avec frénésie, et la lueur qui brillait habituellement dans le regard de Dumbledore sembla s'éteindre. « Eh bien voilà, dit enfin Dumbledore. Il est inutile de rester ici. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. »« Oui, dit Hagrid d'une voix étouffée. Je ferais mieux de faire disparaître cette moto. »« Bonne nuit, professeur McGonagall. Bonne nuit, professeur Dumbledore, monsieur. »
Essuyant d'un revers de manche ses yeux ruisselants de larmes, Hagrid enfourcha la moto et mit le moteur en route. Dans un vrombissement, la moto s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit. À bientôt, j'imagine, professeur McGonagall, dit Dumbledore avec un signe de tête. Pour toute réponse, le professeur McGonagall se moucha. Dumbledore fit volte-face et s'éloigna le long de la rue. Il s'arrêta au coin et reprit dans sa poche ses ténards d'argent. Il l'actionna une seule fois et une douzaine de boules lumineuses regagnèrent aussitôt les réverbères. Privet Drive fut soudain baigné d'une lumière orangée et Dumbledore distingua la silhouette d'un chat tigré qui tournait l'angle de la rue. Il aperçut également le tas de couverture devant la porte du numéro 4. Bonne chance, Harry, murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de cape. Une brise agitait les haies bien taillées de Privet Drive. La rue était propre et silencieuse sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui et il continua de dormir sans savoir qu'il était un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Madame Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de là et que pendant des semaines il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens étaient rassemblés en secret dans tout le pays et ils levaient leur verre en murmurant « À la santé de Harry Potter, le survivant ».